Ok, parfait. Bah, écoutez, on va commencer. Donc, ce webinaire sur Microsoft 365 sera présenté par Julien, notre directeur technique et spécialiste 365 qui a déjà mis en place plusieurs projets de SharePoint et de tout ce qui concerne l'environnement Microsoft 365. Le programme, le sommaire, et il y a quelques personnes qui ne nous connaissent pas très bien dans cette assistance. Donc, ben, on se présentera. Ensuite, on vous présentera Microsoft 365, les différentes versions qui existent dans Microsoft 365, toutes les solutions donc qui sont incluses dans les différentes versions, que ce soit Teams, que ce soit SharePoint, que ce soit OneDrive. Et enfin, la dernière partie qui sera plus spécialement dédiée à l'environnement Microsoft 365 Premium, avec tous les bénéfices qu'on peut en tirer, notamment au niveau de la sécurité. Et on terminera par un jeu de questions-réponses à la fin de cette présentation. Alors, il y a d'informatique. Aujourd'hui, c'est 26 ans d'existence. On va fêter 27 ans le 1er avril. C'est 16 collaborateurs, notamment au niveau puisque nous sommes un intégrateur Sage et Microsoft Partner. Donc, on a 16 collaborateurs, que ce soit des ingénieurs d'affaires, que ce soit des consultants Sage, que ce soit des techniciens système et Microsoft. Aujourd'hui, c'est presque 2 millions de chiffre d'affaires. Enfin, cette année, donc, on a terminé l'exercice avec 1,9 million. Et c'est aussi 400 clients actifs. Évidemment, bon, on en a un petit millier, mais on a à peu près 400 actifs. On est un acteur national, évidemment. Alors, la plupart de nos clients sont sur la région lyonnaise, mais on se déplace sur tout le territoire. Donc, ce que je vous disais, effectivement, notre équipe, ce sont des commerciaux, des ingénieurs d'affaires, des consultants, Sage et formateurs, évidemment, et une équipe de techniciens. Je vais passer la parole à Julien. Je reprendrai la parole à la fin de cette présentation. Merci Franck pour cette présentation. Bienvenue à tous. Alors pour des raisons de fluidité, je vais désactiver ma caméra, je m'en excuse. Comme disait Franck, on va faire en sorte de répondre à toutes les questions en fin d'intervention, si ça ne vous dérange pas. Évidemment, pour éviter de les oublier, n'hésitez pas à les écrire dans le chat pour qu'on puisse y répondre avec grand plaisir. Alors on est réunis aujourd'hui pour parler de Microsoft 365. Alors, Microsoft n'a pas encore communiqué de chiffres officiels concernant le nombre total d'utilisateurs de Microsoft 365 pour l'année 2024. Mais néanmoins, on peut vous dire qu'en 2023, c'était 375 millions d'utilisateurs payants, c'est-à-dire 375 millions de licences actives. Un produit évidemment qui a cartonné, si vous me permettez l'expression, dans la suite Microsoft, c'était évidemment Microsoft Teams avec 320 millions d'utilisateurs actifs pour la solution. Donc une solution, vous avez compris, qui est très privée. Alors on va essayer de comprendre justement comment l'offre de Microsoft est découpée. Vous l'aurez compris aujourd'hui, Microsoft 365, c'est bien plus qu'une simple suite bureautique. Il s'agit d'un écosystème complet qui répond aux besoins des entreprises en matière de productivité, de collaboration, de flexibilité, mais aussi et surtout de sécurité. C'est pourquoi aujourd'hui, les services Microsoft sont devenus indispensables pour les organisations, d'ailleurs, peu importe leur taille. Le premier niveau de licence Microsoft, c'est le service qui s'appelle Microsoft Exchange Online. C'est un service de messagerie professionnelle, c'est-à-dire la possibilité de gérer de manière un peu plus professionnelle qu'un grand compte comme OVH ou comme Hotmail ou comme Gmail, la partie messagerie pour une société. Effectivement, le premier niveau, c'est la partie Exchange Online. Le deuxième niveau de service que Microsoft propose, c'est Microsoft 365 Business Basic. Concrètement, c'est la partie service de cloud. On parle de Teams, de OneDrive, de SharePoint et de la brique Exchange dont on vient de parler, plus les applications web et mobiles, mais uniquement mobiles. J'entends par là, il n'est possible d'installer les versions d'Office sur votre ordinateur. D'accord ? C'est des versions web, donc light, des produits Office.
Ça, c'est pour Microsoft 365 Business basique. On passe au niveau supérieur avec Microsoft 365 Business standard, où là, en fait, on va avoir les services de la basique plus la partie, effectivement, Office installable sur le PC. Donc, la différence entre les deux, c'est les mêmes services plus la partie Office installée sur le desktop et notamment avec l'accès aux outils Access et Publisher. Le troisième niveau de service, et le plus haut d'ailleurs niveau de service chez Microsoft, c'est la licence Microsoft 365 Business Premium. Alors en fin d'intervention, on ira voir un peu en détail ce qui se passe au niveau de ce service-là, mais comprenez que la partie Microsoft 365 Premium récupère tous les niveaux de service des deux licences dont on a parlé, donc la basique et la standard, avec par-dessus la couche sécurité. La couche sécurité avec notamment la notion de Microsoft Entra ID, la notion des comptes Microsoft Entra ID et la fonctionnalité Intune. On viendra un peu voir dans les détails ce qui se passe au niveau d'Intune et d'Entra ID. Mais d'ores et déjà, on peut vous dire aussi que par rapport aux services utilisés, pour chaque utilisateur, donc pour chaque licence, vous avez au niveau, par exemple, de l'accès OneDrive, 1 Teraoctet de données attribuées à l'utilisateur. Alors, on verra aussi la différence entre la partie OneDrive et SharePoint, mais inclut tous les services cloud et toute la partie sécurisation dans la licence Microsoft 365 Business Premium. Alors, on va donner un aperçu des solutions de Microsoft 365, notamment avec Microsoft Outlook. Microsoft Outlook est en réalité la gestion des emails. Microsoft Outlook est un outil puissant de messagerie électronique, alors évidemment qui ne se limite pas à l'envoi et à la réception de courriels, mais il permet aux entreprises de gérer efficacement leur communication via la messagerie, d'optimiser leur productivité et de garantir une organisation fluide et des informations accessibles pour tous. On parle d'accessibilité, alors évidemment Outlook est accessible depuis plusieurs plateformes, ce qu'on appelle le client lourd installé sur votre machine. Il propose la synchronisation du coup avec la partie Windows ou Mac de votre messagerie. Il y a la version web, communément appelée Outlook Web Access ou OWA, pour un accès à distance via un navigateur. Et enfin, l'application mobile pour le téléphone portable pour gérer les emails directement à partir de vos téléphones portables. Alors, les plus de Microsoft Outlook, c'est d'abord une boîte de réception prioritaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que automatiquement, Outlook va séparer les emails importants des autres messages. Concrètement, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de ma boîte mail. Alors, je l'ai un peu évidemment édulcoré pour éviter de mettre à disposition des informations sensibles. Mais voilà comment ça se présente. Ici, vous avez l'onglet prioritaire avec les mails qui sont censés être prioritaires que je dois traiter en urgence et les autres qui sont un peu moins importants et pour lesquels je vais pouvoir intervenir un peu plus un peu plus loin dans le planning et l'urgence est évidemment moindre par rapport aux mails qui pourraient se trouver dans prioritaire. Évidemment, je peux toujours faire basculer un email ou un expéditeur d'une partie vers l'autre. Imaginons que ce mail-là, je dois le basculer toujours vers autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas important pour moi. Il me suffit de faire un clic droit sur le mail en question et faire toujours déplacer vers autre. À l'inverse, si jamais dans les autres, j'ai un mail que je juge important, je peux faire un clic droit dessus et faire toujours déplacer vers prioritaire. Et du coup, le destinataire l'expéditeur de ce mail me fera toujours apparaître les mails dans la catégorie prioritaire. Pareil au niveau de Outlook, on a la possibilité de catégoriser et mettre les étiquettes au niveau, je vais reprendre la partie, au niveau des mails. Alors on va classer des emails par exemple par couleur ou créer des catégories personnalisées pour organiser Outlook de sorte que visuellement je puisse voir quels sont les expéditeurs, les emails ou les dossiers qui sont plus importants à traiter ou qui ont un caractère d'urgence un peu plus important que les autres avec un code de couleur par exemple
Alors, ce code de couleur peut exister tant en Outlook côté messagerie que sur la partie calendrier où on va gérer des calendriers avec les couleurs et du coup les notions d'importance au niveau du calendrier. On a aussi la possibilité de gérer dans la boîte mail les emails de manière intelligente. Par exemple, créer des règles qui vont automatiquement aller trier ou déplacer, copier un email dans un dossier défini. Imaginons que je reçoive tous les jours une notification comme quoi mes mails sont bien remis, et ben je pourrais très bien créer une règle à l'intérieur d'Outlook qui déplace ce type de mail-là dans un dossier qui s'appellerait dans ma boîte de réception mail remis. Autre fonctionnalité de Microsoft Outlook, la possibilité de faire du collaboratif, c'est-à-dire d'intégrer dans Outlook le partage de boîtes aux lettres, le partage d'agenda, mais aussi et surtout le partage de groupes. On pourrait très bien gérer les groupes Teams directement à partir de Outlook. Pourquoi? Pour régler par exemple ou accéder à des canaux Teams ou des équipes Teams directement à l'intérieur d'Outlook. Vous avez compris que à partir du moment où Microsoft propose plusieurs services, ils sont automatiquement enchaînés les uns aux autres et peuvent évidemment se croiser les informations entre services. Alors, il y a alors d'abord la dernière nouveauté, enfin la dernière fonctionnalité, pardon, de la partie Outlook, c'est le chiffrement des emails. Il est possible directement à partir d'Outlook de protéger les messages sensibles contre les accès non autorisés. On verra ça un peu en détail quand on va parler de la licence Microsoft 335 Premium. Mais sachez que, alors, il y a déjà un chiffrement par défaut de toutes les communications Microsoft Outlook qui est prévu dans Microsoft 365, mais on peut aller beaucoup plus loin et proposer, vous le verrez tout à l'heure, des fonctionnalités avancées au niveau du chiffrement des emails. Alors, il y a des nouveautés qui sont sorties en janvier 2025 par rapport à Microsoft Outlook. On va trouver notamment une amélioration de la dictée qui va pouvoir maintenant interagir pendant la dictée avec le clavier, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, dans les premières versions de la dictée, à partir du moment où on interagissait avec soit le clavier, soit on cliquait avec la souris, il coupait automatiquement la dictée. Ils ont fait beaucoup d'efforts au niveau de cette fonctionnalité-là. Je vais vous montrer, si vous voulez, ce que ça peut donner dans un email. Alors, je vais faire un nouvel email. Et ici, vous allez voir apparaître le bouton dictée. Alors, parenthèse, ce bouton-là est présent sur toutes les versions payantes de Microsoft. Donc à partir du moment où vous avez une licence Microsoft 335, peu importe le niveau de service, vous aurez le bouton dictée. Je vous montre comment ça fonctionne. Alors évidemment ici, on va écrire un mail à Franck. Il a déjà commencé à dicter. Je vous remonte. J'envoie un mail à Franck. Ici, je rentre dans le corps du mail et je vais commencer à dicter. Bonjour à tous, merci pour votre présence à ce webinaire. Je suis enchanté d'être avec vous. Alors, on voit ici par exemple qu'il a mis automatiquement la ponctuation. C'est très important, c'est une des fonctionnalités qu'ils ont rajoutées. C'est qu'automatiquement, en fait, suivant l'intonation de ma voix, la ponctuation va s'écrire automatiquement. Je vous montre. Je ne pourrai pas être disponible pour notre rendez-vous. Est-ce que vous êtes libre à un autre créneau? Et là, à partir du moment où on va faire, alors l'effet inverse de la dictée, c'est que du coup, je fais attention à ce qu'on dit, comme par définition. Et du coup, mais l'intonation que je vais donner à la phrase va automatiquement, en fait, orienter la ponctuation. Je peux très bien aussi directement activer la touche entrée pour aller à la ligne. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vais remettre à dictée.
Imaginons que je suis en train de dicter. Donc là, je me suis arrêté et lui aussi il s'arrête et du coup il met un point. Et maintenant, je veux aller à la ligne. Alors regardez comment on va à la ligne quand on le dicte. Nouveau paragraphe. Et là, vous voyez, il est automatiquement passé à la ligne. Alors, ça peut être un peu long d'à chaque fois lui donner, enfin, d'à chaque fois lui dire, pardon, nouveau paragraphe pour qu'il saute une ligne. Alors, c'était obligatoire dans les premières versions de la fonctionnalité dictée de Microsoft. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire la touche entrée et du coup, de lui dicter un certain nombre de phrases directement les unes après les autres. Je vous montre. En Russie, le tsar Nicolas II gouverne seul en dépit d'une assemblée élue mais sans pouvoir, la Douma. Cette phrase sort d'un cours d'histoire-géographie en classe de 3e. Alors pareil, vous voyez ici, comme j'ai fait des arrêts dans ma dictée, il a généré automatiquement des points. Si jamais je veux enlever cette fonctionnalité de ponctuation automatique, je viens ici, je décoche la ponctuation automatique et je peux continuer. Une fonctionnalité qui est présente que malheureusement sur la version anglaise, mais qui va pas tarder d'arriver sur la partie française, c'est le fait de pouvoir supprimer un mot ou une phrase de notre dictée. Je vous montre. Alors, là, évidemment, je vais être obligé de passer en anglais, puisque la fonctionnalité est active pour l'instant qu'en anglais. Et là, je vais lui dire delete the word. Delete the word. Delete the sentence. Delete the sentence. Et vous voyez, il a automatiquement supprimé la partie word, excusez-moi, le mot ou la phrase. C'est alors encore une fois pas disponible pour l'instant sur les nouvelles versions en français, mais déjà disponible sur la version anglaise. Microsoft parle de l'arrivée de la fonctionnalité en français début février, donc ça ne saurait tarder. Alors ça c'est pour la partie dictée. Une autre fonctionnalité qui apparaît en janvier 2025, c'est la possibilité d'avoir de partout les mêmes paramétrages au niveau de tout. Je vous montre. Il y a une personne qui voulait rentrer. Hop, voilà. Je vous montre dans les options ici. On va avoir au niveau des options générales la possibilité de stocker mes paramètres Outlook dans le cloud directement. Ça veut dire que sur n'importe quelle machine où je vais me trouver, je vais pouvoir retrouver les mêmes paramétrages. Alors, je vous montre par exemple le type d'options qu'on pourrait avoir au niveau d'Outlook. La possibilité ici, au niveau du courrier, de toujours vérifier l'orthographe avant l'envoi. Moi, je sais par exemple que je ne peux pas me passer de cette fonctionnalité parce qu'évidemment, quand on tape et quand on tape beaucoup et vite, forcément, on va faire des erreurs d'orthographe. Et du coup, le fait de, partout où je suis, que ce soit sur mon téléphone portable, sur la version web ou sur la version ce qu'on appelle client lourd dans mon Outlook que vous voyez ici, j'aurai toujours ici la coche, l'option qui sera activée au niveau de la vérification de l'orthographe. On pourrait avoir aussi besoin, au niveau du calendrier, de tout le temps avoir la même couleur de calendrier, peu importe où je me trouve. On pourrait avoir aussi la possibilité de travailler sur plusieurs fuseaux horaires. Imaginons que vous avez une agence avec laquelle vous travaillez qui n'est pas en France, qui est à Londres par exemple. Vous avez la possibilité dans le calendrier de faire afficher le fuseau horaire de Londres. Je vous montre. Vous voyez, on a le fuseau horaire français et ici vous avez le fuseau horaire de Londres qui s'affiche automatiquement sur la même ligne du rendez-vous. Toujours au niveau du calendrier, on a la possibilité de
faire afficher au niveau de la section mois, par exemple, les numéros de semaine. C'est pareil, je vous montre, ça fait partie de mes paramétrages, de mes options, des options que j'ai activées au niveau de mon Outlook. Je suis dans le calendrier, ici, on affiche le numéro des semaines dans l'affichage de mois. Et du coup, quand je suis dans mon affichage, peu importe sur quel périphérique je travaille, j'aurai toujours l'affichage du numéro des semaines dans mon calendrier. Une autre fonctionnalité qui sert beaucoup, et c'est une nouveauté dans la partie calendrier, c'est la possibilité d'afficher mon calendrier sur plusieurs fréquences de date. Je vous pose une problématique. Imaginons qu'un client me demande mes disponibilités de tous les mardis à partir d'aujourd'hui. Bah, je vais aller ici par exemple. Alors, je vais cliquer sur le premier mardi, je vais aller voir le second et j'aurai automatiquement, alors je peux faire autant de clics que je veux, et je vais automatiquement avoir l'information qui se superpose sur les deux créneaux du calendrier. Et du coup, je pourrais dire à mon client, je suis dispo le mardi 4 de telle heure à telle heure. Donc la possibilité d'avoir la vue sur plusieurs séquences de calendrier d'un coup d'un seul. Voilà pour la partie calendrier. Je vais revenir à notre presse. Alors, la partie calendrier étant abordée, on va maintenant parler d'une deuxième solution Microsoft 365 qui est Microsoft Teams. Microsoft Teams ou l'art de communiquer. Alors, vous connaissez évidemment Microsoft Teams, une plateforme de communication et de collaboration centralisée qui va regrouper la messagerie instantanée, les réunions audio et vidéo, la gestion des réunions et webinaires. Parenthèse, le webinaire qu'on organise aujourd'hui est entièrement géré via Teams. La collaboration et le partage des fichiers et la possibilité effectivement de se connecter à son environnement Teams de n'importe quel appareil. L'application de bureau installée directement sur votre poste via l'Office, l'application mobile installée sur votre téléphone portable et évidemment la version web qu'on peut aussi utiliser sans pour autant que Microsoft Teams soit installé sur l'ordinateur. La partie Teams est évidemment depuis le Covid a fait un boom extraordinaire dans le monde des entreprises. Je sais pas, alors on fera un petit sondage tout à l'heure pour savoir quelles sont les personnes qui sont connectées à la réunion qui utilisent ou pas Teams. Intéressant d'avoir cette information là. Aujourd'hui, Teams, ce que nous on en pense, c'est un passage obligé, mais il peut aussi y avoir d'autres interactions qui seraient directement liées, par exemple, à la partie Outlook. Pourquoi je dis ça? Parce que Teams ne se retrouve, les Teams en tant que service peut aussi se lancer et être utilisé via Outlook, peut être aussi utilisé via OneDrive et peut être aussi utilisé via SharePoint. On abordera tout à l'heure les services OneDrive et SharePoint, mais sachez que l'intégralité, comme je disais tout à l'heure, des services Microsoft sont complètement transposables d'un outil à l'autre. Exemple qu'on peut utiliser via Teams, c'est le bouton qui est présent dans Microsoft Outlook. Alors, à quoi sert ce bouton? Si vous en avez assez, par exemple, de recevoir des fils de discussion par mail avec toute la terre en copie sans même vous rappeler l'objet du premier mail, vous avez la possibilité d'utiliser ce que moi j'appelle le bouton magique Teams via Outlook. Je vous montre comment ça se présente. Ici, quand vous êtes sur un mail, vous avez le bouton Teams qui apparaît. On appelle ça le menu Teams. Et quand vous cliquez dessus, vous avez un certain nombre de fonctionnalités qui sont présentes. La première d'entre elles, c'est le partage dans Teams. Si je reprends mon exemple tout à l'heure d'un fil de mails qui s'accumulent et on ne voit pas forcément la fin de la discussion, on pourrait très facilement partager dans Teams cet email-là et demander par exemple à une personne de trancher ou de donner son avis sur le fil
de communication à l'intérieur du mail. Salut, qu'en penses-tu? Je pourrais partager, inclure les pièces jointes s'il y en a. Vous avez vu qu'il a automatiquement repris l'intégralité de l'historique et du fil de discussion. Alors là, évidemment, c'est pas tout à fait le bon exemple parce qu'il y en a pas énormément, mais je vous montre. Si jamais on prend un email, celui-ci par exemple, non, prends celui-ci, voilà. Imaginez que je veuille partager dans Teams, il va automatiquement récupérer l'intégralité de tout ce fil de discussion. Une autre option que j'ai avec le menu Teams, c'est discuter directement avec l'expéditeur du mail. Là, il a automatiquement détecté que c'était Franck. Je vais pouvoir cliquer sur discuter avec Franck et ici, il va m'ouvrir une fenêtre Teams directement avec Franck et je vais pouvoir discuter avec Franck sur ce sujet-là. Je pourrais très bien aussi directement dans le menu Teams discuter avec l'intégralité des personnes présentes ou du moins qui sont destinataires de ce mail. Là, on a Franck et LDR. Je pourrais très bien discuter avec tous les deux en cliquant sur discuter avec Franck et LDR. Du coup, il m'ouvre une nouvelle page avec Franck et LDR et je pourrais entamer une discussion instantanée. C'est ça le but de Teams, c'est de faire de l'instantané et pas attendre la réponse du mail ou le transfert du mail à une personne qui doit prendre une décision ou donner une orientation sur le mail ou un projet quelconque, mais directement de faire la messagerie instantanée. Si jamais je veux réagir toujours par rapport à ce mail-là, je peux aussi organiser une réunion avec Franck et LDR, donc les destinataires de ce mail. Et là, une nouvelle page, alors hop, je vous la mets sur le bon côté, une nouvelle page d'enregistrement de réunion Teams apparaît. Vous avez vu qu'il a pris automatiquement l'objet du mail en tant que titre de la réunion. Il m'a remis les destinataires du mail dans les personnes présentes dans la réunion. Je peux choisir une heure de début, une heure de fin. Et ici, je peux mettre du texte. Pour en parler. Et on va cliquer sur envoyer pour envoyer. Ici, je vous montre aussi, il a pris automatiquement l'intégralité du fil de discussion du mail. Et du coup, gain de temps et de productivité pour éviter encore une fois de s'envoyer des mails et qu'on n'ait pas forcément les réponses qu'on attendait ou la personne à qui on a envoyé le mail n'a pas forcément compris ce qu'on a dit ou que nous on n'a pas compris sa réponse, peu importe. Vous avez la possibilité d'intervenir via Teams à partir d'Outlook et au niveau d'un mail qui aurait été reçu ou envoyé. On va pas enregistrer pour l'instant la demande de réunion Teams. Voilà, ça c'est une fonctionnalité assez intéressante au niveau d'Outlook pour l'organisation de réunions Teams ou de messagerie instantanée via Teams directement à partir d'Outlook. Je remets. Je reprends le fil du coup du PowerPoint. Alors, évidemment, discussion instantanée pour aller plus vite, pour comprendre de manière directe l'objet d'un mail ou le contenu de ce mail-là, ou l'orientation, encore une fois, à donner au niveau de la réponse appropriée sur le mail. Alors, on a parlé de Microsoft Outlook, on a parlé de Microsoft Teams, on va parler maintenant de OneDrive et SharePoint. Alors, OneDrive et SharePoint, pour vous résumer, OneDrive, ça va être l'environnement de stockage de l'utilisateur dans l'environnement de stockage de la société. C'est orienté utilisateur pour gérer ses données à lui, qui pourrait partager avec des collaborateurs, mais c'est un partage évidemment limité, on va rentrer un peu dans le détail. Et pour la partie SharePoint, là, on bascule dans le stockage intelligent
deux sociétés pour un utilisateur, un groupe ou une équipe. Concrètement, quand est-ce qu'on utilise OneDrive? Alors, on va utiliser OneDrive pour stocker des fichiers personnels ou temporaires. J'ai un modèle Word dont je me sers pour faire mes comptes rendus clients. Je ne vais pas stocker ça et utiliser de la place sur l'espace de stockage de société. Je vais mettre ça dans mon OneDrive et je ne stockerai que le produit fini de ce fichier-là de compte rendu directement sur la partie stockage de société, en l'occurrence le SharePoint. On peut utiliser OneDrive aussi quand on travaille seul sur un document avant de le partager, par exemple. Donc là, on raisonne travail collaboratif, mais dans le sens utilisateur vers un collaborateur ou vers un destinataire quelconque, en dehors de la société, par exemple. Sachez qu'il est possible d'ouvrir le partage au niveau de OneDrive vers l'extérieur de la société. Pareil au niveau du SharePoint, évidemment, là c'est suivant la politique de sécurité, on en reparlera quand on parlera de Microsoft 365 Premium, mais c'est évidemment lié au choix de la politique de sécurité de l'entreprise, mais c'est possible. On pourra utiliser OneDrive aussi pour synchroniser les fichiers entre plusieurs appareils. Par exemple, je peux commencer mon travail sur mon fichier Word qui est stocké dans mon OneDrive au bureau. Je peux continuer dans mon Uber à partir de ma tablette et je peux enfin terminer le travail sur ce fichier-là quand je vais arriver chez moi sur mon PC personnel. On a une possibilité d'avoir accès aux données OneDrive de n'importe quel périphérique sur lequel on est connecté. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser maintenant SharePoint? Alors, SharePoint, on va utiliser SharePoint pour partager et collaborer sur des documents avec les équipes. On parle d'une ampleur un peu plus costaud que celle de OneDrive. On parle d'un nombre d'utilisateurs connectés et connectables beaucoup plus important que OneDrive. On parle d'un sens de connexion qui est complètement différent. Dans OneDrive, c'est l'utilisateur qui va communiquer ou partager vers l'extérieur, tandis qu'au niveau de SharePoint, c'est toute l'entreprise qui va pouvoir communiquer à partir du SharePoint et aussi, si besoin, vers l'extérieur. Mais OneDrive, on raisonne utilisateur unique. SharePoint, on raisonne équipe, groupe, comme on disait en début d'intervention. On pourra utiliser aussi SharePoint quand on a besoin d'une gestion documentaire centralisée, structurée avec plusieurs contributeurs et des droits spécifiques pour chacun. Imaginez une arborescence où on a un point d'entrée qui serait le dossier données. À l'intérieur de ce dossier données, on aurait un dossier qui s'appelle, je sais pas moi, administration des ventes, un dossier qui s'appelle direction, un dossier qui s'appelle client. Et dans ces trois dossiers-là, on pourra gérer effectivement des droits complètement différents par équipe, par utilisateur ou par collaborateur. Ça, c'est possible dans SharePoint, ce n'est pas le cas dans OneDrive. On pourra aussi, avec SharePoint, utiliser des fonctionnalités hors ligne pour continuer à travailler sur les dossiers d'entreprise, par exemple, sans connexion Internet. En effet, on a la possibilité de synchroniser une bibliothèque SharePoint directement sur le PC pour pouvoir travailler direct hors ligne et qui puisse synchroniser ce qu'on a modifié hors ligne automatiquement quand il retrouve une connexion à Internet et sur la partie SharePoint. Ça, c'était pour l'explication de OneDrive et SharePoint. On va maintenant passer à Microsoft 365 Premium. Alors, qu'est-ce que c'est Microsoft 365 Premium? C'est le plus haut niveau de service chez Microsoft. Il propose les services suivants. Alors, la première brique, c'est la protection avancée contre les menaces avec l'outil qui s'appelle Microsoft Defender for Business. En fait, on installe via Defender un antivirus et qui propose une protection complète de tous les terminaux. On va pouvoir aussi, avec Microsoft 365 Premium, gérer les appareils mobiles avec ce qu'on appelle le MDM pour Mobile Device Management, avec Microsoft Intune pour sécuriser les données sur tous les appareils. Alors, Mobile Device Management, on va en fait enrôler, on va ajouter, inscrire n'importe quel appareil
vont mettre en place ensuite des politiques de conformité et ou de sécurité. Imposer par exemple sur tous les PC de la flotte la mise à jour obligatoire de Windows dès qu'elle est disponible. Vous pourriez envisager de créer des profils de machines qui seraient par exemple où on pourrait empêcher l'installation d'applications tierces non autorisées. On installerait un Office, on installerait une connexion pour le OneDrive perso, pour le SharePoint d'entreprise et rien d'autre. Tout ça à travers des profils directement créables au niveau de Microsoft Intune. On pourrait aussi gérer du coup, les périphériques jusqu'à aller effacer les données à distance. Alors que les données soient des données d'entreprise ou des données tout est né au sens large du terme. Pourquoi je fais la différence? Il y a des sociétés qui fonctionnent avec des collaborateurs qui travaillent avec leur propre PC, un PC perso, et avec lequel ils vont manipuler des données d'entreprise. Dans ces cas-là, on crée des profils de PC où, pour imaginer les choses, on va mettre les données d'entreprise dans une bulle, dans un accès où il aura effectivement accès à tous les services, mais à partir d'un point d'abord sécurisé, mais et surtout qui soit administré par l'administrateur du tenant Microsoft 365. Et dans le cas d'une perte ou de vol du PT personnel du collaborateur, on pourra intervenir directement sur le PC pour ne supprimer que les données d'entreprise. C'est aussi le cas, on a souvent eu le cas où la personne partait de l'entreprise et n'avait pas forcément coupé le lien avec la donnée et a gardé un certain nombre de fichiers confidentiels ou pas, mais en tout cas qui appartiennent à l'entreprise. Avec cette gestion-là, on a la possibilité de supprimer les données d'entreprise. On a évidemment la possibilité, comme qui peut le plus, peut le moins, de supprimer l'intégralité des données à distance sur n'importe quelle machine gérée dans Microsoft Intune. C'est le cas évidemment pour les téléphones portables, les tablettes, tout ce qui est connectable à un compte Microsoft 365 pourra être géré directement dans Microsoft Intune. On pourra aussi accéder via la licence Microsoft 365 Premium à la protection des emails avec Exchange Online Protection qui va évidemment proposer la sécurisation des boîtes de messagerie contre le phishing et autres malwares. Évidemment, vous avez compris qu'avec l'activité fin 2024 et début 2025, c'est un passage obligé que de protéger aujourd'hui la messagerie. Petite parenthèse, si on parle de protection contre les malwares, la politique et les conditions générales de vente des services Microsoft, alors pour ceux qui veulent aller voir, c'est le point numéro 6 de ces CGV, propose l'hébergement et l'accès aux services des données des entreprises. Ça veut dire concrètement, Microsoft vous garantit l'accès à vos données de messagerie, de OneDrive, de SharePoint. Garantit l'accès à vos données, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas en charge de la sauvegarde de cet environnement. C'est marqué noir sur blanc. Ils garantissent le service, mais ni la donnée, ni son contenu. Ça veut dire quoi? Si Microsoft se fait attaquer, ou si vous vous faites attaquer et que le malware arrive sur votre tenant Microsoft 365 et que du coup, il va rendre indisponibles vos données sur tous les collaborateurs, le seul moyen de réagir contre ce type d'attaque, c'est la restauration d'une sauvegarde saine. Pourquoi je précise saine? Parce qu'il y a des variantes aujourd'hui de malware qui, la première chose avant d'attaquer la donnée, vont chercher à aller virer les clichés instantanés, donc l'historique de la donnée ou sa sauvegarde. Donc le fait que les données soient hébergées par Microsoft ne vous dédouane pas l'obligation, j'entends bien l'obligation, de mettre en place une sauvegarde pour tout votre environnement Microsoft 365. On parle des boîtes mail, donc la brique messagerie, on parle de la brique OneDrive,
et on parle de la brique SharePoint. Tout ça, vous avez le devoir, l'obligation, prenez ça comme vous voulez, de mettre en place une sauvegarde. Alors, après la partie protection, on peut aussi intervenir sur les disques durs des machines pour crypter l'intégralité ou les données sensibles qui seraient contenues sur un disque dur. Concrètement, imaginez que vous fassiez voler votre portable, que le voleur n'arrive pas à entrer sur le système et veuille débrancher votre disque dur pour le brancher sur un autre PC pour récupérer les données, il ne pourra pas le faire sans la clé de cryptage qui est stockée directement dans la console Azure. Donc, cryptage de données pour protéger les informations sensibles contenues sur un PC ou un serveur, peu importe. Avec Microsoft 365 Premium, on pourra aussi gérer les accès et les identités via Azure Active Directory. On pourra notamment gérer l'authentification multifactorielle. J'imagine que vous connaissez tous ce que ça veut dire, la validation de la connexion en recevant soit un message texte sur votre téléphone portable, soit un appel, soit un code qui serait généré via l'application Microsoft Authenticator ou l'application Google Authenticator. Ces codes-là se changent automatiquement toutes les 30 secondes et du coup vous permettent de finaliser le processus de connexion à la donnée Microsoft, que ce soit la partie mail, la partie OneDrive, SharePoint ou tous les trois. Alors, petit bémol par rapport au MFA, vous n'avez pas forcément besoin du Microsoft 365 Premium pour gérer le MFA. La licence Microsoft 365 standard suffit. Pour autant, vous n'avez aucun log et aucune possibilité de gérer les options de l'authentification multifacteur. La possibilité, par exemple, d'ouvrir un portail de réinitialisation de mot de passe en autogestion par l'utilisateur, tout ça c'est géré directement à partir d'une licence Microsoft 365 Premium. Alors, dernière fonctionnalité de la partie licence Microsoft 365 Premium, c'est la sécurité renforcée. En effet, on peut, au niveau de vos données les plus sensibles, mettre des étiquettes de confidentialité et ou de conformité. Alors, conformité par exemple pour gérer la politique RGPD de votre entreprise et du coup permettra de suivre l'accès et les activités liées à vos données, tout en fournissant évidemment la possibilité de rapports détaillés en cas d'audit. On parle aussi de sécurité pour par exemple bloquer le partage non autorisé d'une donnée en empêchant par exemple le destinataire d'un mail que vous venez d'envoyer de transférer celui-ci à une tierce personne. Du coup, le transfert, l'impression ainsi que la commande enregistrée du document en pièce jointe du mail seront indisponibles. Du coup, vous gérez et vous tracez les envois de documents ou de données en dehors de votre organisation. Alors, on prend souvent l'exemple des IBAN ou des RIB qui seraient envoyés par mail. Aujourd'hui, une partie des attaquants, alors on ne va pas citer les noms, mais le prix notamment avec la dernière attaque qu'ils ont subie fin 2024, on s'est aperçu que après l'attaque, d'autres pirates se sont servis des informations d'IBAN ou de RIB en appelant les personnes qui avaient été hackées, en leur demandant effectivement de leur renvoyer soit l'IBAN, soit le RIB, soit les deux, pour soi-disant mettre à jour des comptes, etc. Évidemment, la plupart des gens sont tombés dans le panneau. Avec ce type de protection, au niveau de la licence Premium, vous avez la possibilité d'envoyer un mail, encore une fois, non transférable, et du coup, valider que ce mail ne sera pas utilisé contre vous. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est très facile, Julien. Même si je ne peux pas le transférer ou l'imprimer, bah aujourd'hui je prends mon téléphone portable, je fais une photo et on n'en parle plus. C'est vrai, vous avez raison. Sauf qu'on peut encore augmenter le niveau de protection au niveau du cryptage et dire que non seulement l'email est crypté et ne peut pas être transféré, mais en plus, il ne peut être ouvert que par des utilisateurs nominatifs. C'est-à-dire que dans ma politique de sécurité, je vais nommer des utilisateurs susceptibles d'avoir l'autorisation d'ouvrir la donnée. C'est-à-dire que si, par inadvertance,
ou par erreur, ce mail se retrouverait dans les mains d'une personne qui n'est pas autorisée, au moment où il voudra ouvrir la donnée, il va avoir un message d'abord un warning qui va lui dire qu'effectivement cette donnée est protégée et qu'elle n'est pas accessible. Et quand il voudra ouvrir la pièce jointe, il pourra tout simplement pas l'ouvrir parce qu'elle sera cryptée à l'intérieur du message. Et seule la personne qui a reçu l'autorisation a en fait en même temps reçu l'autorisation d'ouvrir la pièce jointe. Alors, quand on parle aussi de conformité, on pourrait aussi très bien envisager de marquer vos données qui sont disponibles sur votre messagerie ou sur votre SharePoint, avec par exemple l'ajout d'un filigrane d'en-tête ou de page pour indiquer très clairement la sensibilité du document ou de la donnée que vous êtes en train de manipuler ou que vous donnez à manipuler à une tierce personne. En choisissant Microsoft 365 Business Premium, vous mettez en place un environnement de travail conforme, sécurisé et optimisé pour tous vos collaborateurs. J'en ai fini pour ma présentation. Merci à tous pour votre présence et puis je vous dis à une prochaine fois pour un autre thème abordé.